Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 5 mai 2026 qui va tout de suite vous causer dans le poste de notre visite au musée Picasso concernant un artiste afro-américain dont ma camarade de combat est complètement folle. Peut-être pas complètement folle, mais j'ai été énormément touchée par cette peinture. Le musée Picasso, effectivement, présente Henry Taylor. C'est un artiste afro-américain contemporain, puisqu'il est né en 1958 en Californie, et que cette exposition a été conçue avec l'artiste. Et ça englobe l'ensemble de sa trajectoire artistique, des peintures, des sculptures, des installations. Et Henry Taylor est une voix majeure de la peinture aux États-Unis, où il est régulièrement exposé. Et il a aujourd'hui, c'est sa première rétrospective en France. Il est devenu artiste assez tardivement. Il a d'abord travaillé dans un hôpital psychiatrique pendant 10 ans. Il a voulu devenir écrivain, puis je crois qu'il a suivi des cours d'art. Et il travaille maintenant à Los Angeles. C'est un peintre figuratif et son travail intime est nourri de culture populaire. Donc il s'attache à explorer l'humain, ses proches, ses amis, des figures historiques, des histoires personnelles ou pas, des thèmes plus généraux comme la pauvreté, les inégalités sociales ou raciales, les violences policières, la vie quotidienne, la vie urbaine. Il a une grande empathie, une grande proximité avec les gens qui se dégagent de ses toiles. Il vit dans un quartier... Il vit à côté d'un quartier où il y a beaucoup de sans-abri, donc il les côtoie régulièrement. Et en fait, pour moi, c'est comment des scènes banales du quotidien deviennent de la peinture d'histoire. Donc l'exposition s'ouvre sur un triptyque grand format qu'il a réalisé en 2019 pour la Biennale de Venise. Ce sont 3 scènes emblématiques qui traversent l'histoire des luttes afrodescendantes, de la révolution haïtienne aux violences raciales du XXe siècle aux États-Unis. Il y a le panneau de gauche qui représente Toussaint Louverture, qui est le chef de la révolution haïtienne, donc un personnage clé de la lutte contre la domination coloniale française. On a un panneau central qui fait référence à Remember the Revolution, qui est un artiste conceptuel qui s'appelle Glenn Ligon, une peinture texte qui est inspirée des mots d'un humoriste et militant Richard Prior, dont la répétition transforme le langage en motif visuel et qui interroge donc cette transmission de l'histoire révolutionnaire. Et enfin, on a le panneau de droite qui s'appuie sur une photographie des funérailles de Carol Robertson, qui est l'une des 4 jeunes filles tuées lors de l'attentat raciste de l'église baptiste à Birmingham, en Alabama, en 1963. Donc, il juxtapose ces 3 images. Et Henry Taylor, donc, il relie la révolution, la mémoire, le deuil. Et donc, on peut imaginer que cette œuvre interroge la manière dont les histoires se transmettent et contribuent aujourd'hui dans le présent. Donc ça, c'est vraiment la peinture qu'on voit en rentrant tout de suite à gauche dans la première salle. Ensuite, il y a plusieurs salles qui vont se succéder. Donc, on va suivre une chronologie. Donc, dans les années 90, il travaille donc dans un hôpital psychiatrique. Et là, on voit ce tableau, il va donc s'inspirer des malades qu'il va côtoyer. Donc ce tableau, on voit un homme assis, la tête sur ses genoux. Et en fait, sa tête penchée est transformée en immense bouche, comme un grand cri, quoi. C'est une personne qui hurle sa maladie, son malaise, quoi. Oui, bien sûr. Et ça, c'est très impressionnant, effectivement. Ça fait penser un peu à Rustin. Oui, complètement. Ouais. Et il va aussi après, donc il travaille aussi avec des matériaux. Bon, au début là, il est peu fortuné, donc il travaille avec des matériaux de récup, des boîtes de céréales, des meubles, des paquets de cigarettes qu'il repeint, des fois complètement en noir. Et dans cet ordinaire, moi, il y a un tableau qui m'a beaucoup touchée. Il s'appelle Cornbread Cora, qui est le prénom de sa maman. Et là, on voit une cuisinière, un réchaud blanc qu'on imagine en métal. Dessus, il y a un gâteau. C'est justement un gâteau de maïs. Il y a une boîte de sel. C'est ça avec un aplat vert pour le fond. On voit une bouteille d'huile. Et il a entouré, donc il a écrit Corned Bread, et en fait il a entouré les lettres qui représentent Cora, le prénom de sa maman. Et je trouve que là, on sent la maman n'est pas représentée, mais elle est là, quoi. On la sent devant son fourneau, après avoir préparé son gâteau, et avec cette mémoire de moments partagés, d'une cuisine simple mais vraiment conviviale, quoi.
Il y a une immense installation qui s'appelle Comme une jungle. Alors, toi, tu me dis que tu avais bien aimé. Ce sont des manches, comme des manches à balai. Oui, bien sûr. Pas forcément des manches à balai, mais ça y fait penser. Ouais. Voilà, il récupère beaucoup de bidons, de bidons en plastique qui repeint en noir. Et qui figurent des têtes. Alors lui, il dit que ça peut être aussi une jungle, et il fait référence, en fait, à la reprise un peu comment l'art africain a été des fois un peu réemployé, en fait, avec les totems et tout, comment l'Occident s'est un peu accaparé l'art traditionnel africain. Donc il dit que ça fait penser aussi à il appelle ça comme une jungle, donc lui comme une forêt en fait, avec ses formes totémiques, voilà, qui fait penser à des arts africains. Mais on peut aussi imaginer plein de choses. Moi effectivement, je peux aussi imaginer cette population africaine perdue au milieu de tous ces objets de briques et de broc. Donc voilà, c'est toute une réflexion effectivement sur comment on transmet cette culture africaine. Enfin, moi je trouve que dans cette expression, c'est ce qu'on va sentir. C'est vraiment ce quotidien, ce quotidien de gens de tous les jours qui est représenté. Et par sa peinture, par ses aplats, par ses visages, pour moi on partage ces moments, on est vraiment à côté d'eux, quoi. Oui, là aussi, et là, ça j'ai trouvé ça très intéressant. Il a repeint les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Picasso s'est inspiré pour cette toile révolutionnaire à l'époque. C'est ce qui a fait c'est avec son marchand d'art qu'il est devenu un espèce de grand peintre, voilà, historique. Et comme il s'est inspiré de l'art africain pour faire cette toile des Demoiselles d'Avignon, c'est pas des Demoiselles d'Avignon en France, c'est des Demoiselles d'Avignon en Espagne. La rue d'Avignon, c'était une rue en Espagne où il y avait des prostituées. Voilà. Et donc, il les a carrément, ces Demoiselles d'Avignon, repeintes en noir. Voilà, ce sont des femmes noires. Et il y a Joséphine Baker qui est au milieu. Il reprend plusieurs fois la figure de Joséphine Baker, justement. Ouais, et de même qu'il a repris le déjeuner sur l'herbe avec des noirs aussi, des personnages noirs aussi. Ouais. Oui, donc il s'inspire parce que je pense qu'il est intéressé effectivement par aussi la peinture européenne. Donc il s'est inspiré de mais il n'y a pas aussi une Mahanul à coucher là. Oui, c'est possible. Noire aussi, avec une est-ce que la comment dirais-je, la compagne est blanche, je ne sais plus. Je me souviens plus. Et il a repris des personnages, comme je disais, historiques, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il les enlève de leur contexte. Justement, il y a Martin Luther King, et là, c'est assez exceptionnel. En plus, c'est des grandes toiles, c'est-à-dire qu'il fait vraiment comme de la peinture d'histoire. Et Martin Luther King est là, il est avec des enfants, et si on regarde bien, on s'aperçoit qu'en haut, il y a un ballon. Et donc, Martin Luther King est en train de jouer au basket, et on ne le voit pas du tout comme on peut le voir habituellement, au milieu de gens, en manifestation, en train de faire un discours. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce que la moitié de cette toile-là, c'est du paysage, en fait. De même qu'il fait un portrait de Jazz Z. Jazz Z, c'est un musicien, c'est vraiment une figure importante du monde artistique. Il s'appelle dans Jazz Z. Son vrai nom, c'est Sean Corey Carter, et il a été peint par Henry Taylor pour la couverture du New York Times Style Magazine. Et donc, plutôt que de se limiter à une représentation de cette célébrité, comme on pourrait l'imaginer sur un journal, sur un magazine de musique, en fait, il a choisi un titre qui est chargé d'histoire, qui s'appelle, je crois, I Am a Man. Et donc, c'est la référence aux pancartes que portaient les ouvriers noirs lors d'une grève des éboueurs à Memphis en 1968, qui proclamaient leur humanité face à la discrimination. Et donc, c'est une inscription qui est forte et puissante, justement, concernant un chanteur. Et donc, Jay-Z, lui, reste inscrit dans cette longue lutte pour la reconnaissance aussi sociale de l'égalité. Et là, c'est pareil, moi, dans ses portraits, enfin, dans toute sa peinture, je trouve que ce qui me marque, c'est vraiment tous ces aplats qu'il met partout, avec des couleurs vives, très contrastées. Il y a des oranges, il y a des verts, il peut y avoir un travailleur simplement assis sur une petite banquette orange avec un fond vert, des visages avec des grands yeux, enfin c'est des photos un peu des portraits de famille comme ça. Il a représenté aussi une peinture qui est lors de la fête nationale du 4 juillet. Donc je ne sais pas si tu te souviens de cette peinture, c'est une femme qui est habillée en blanc, qui est en train de faire un barbecue donc pour cette fête-là.
Et en fait, tout a l'air absolument normal, sauf que si on regarde, en fait, alors, il n'y a aucun symbole, bien sûr, patriotique, hein, comme on pourrait l'attendre pour une fête nationale, mais à l'arrière-plan, ce qu'on voit, c'est des murs. Et en fait, ces murs, ça représente une prison. Et là, du coup, ça met un petit peu un malaise, parce qu'on se dit qu'il y avait cette promesse de la déclaration d'indépendance qui est commémorée, et que ça ne va pas, parce que c'est pas la même chose pour tous. En fait, il y a des gens qui sont enfermés, qui sont en prison. Donc, et on peut supposer que ce sont des Afro-Américains. Voilà, bien sûr, parce qu'on sait qu'ils sont nombreux dans les prisons. Quoi. Oui, ils sont beaucoup plus nombreux que les Blanchets. Ouais. Et il y a aussi un tableau qui représente, il s'inspire donc de sa famille. Il y a un tableau qui représente son frère qui était comme il dit Tunnel Rat. Tunnel Rat, ça veut dire que en fait c'est le surnom qu'on donnait aux soldats chargés de s'infiltrer dans les tunnels durant la guerre du Vietnam. Donc c'était une mission bien sûr extrêmement dangereuse et traumatisante. Et donc l'œuvre incarne des traces durables et souvent silencieuses de cette guerre dans la vie civile qui fait écho à la mémoire des vétérans. Et donc en arrière-plan de ce tableau, il y a la présence de Walmart. Walmart, c'est une grande chaîne de supermarchés américains qui vend des produits, qui met des produits pas chers. Et donc en fait, on voit ce frère qui est vraiment dans cette vie quotidienne, contemporaine. Et il est là, il est à table, il est derrière, donc devant ce supermarché, il y a une ampoule à côté de lui. Et il y a un visage. En fait, ces visages, des fois, ils n'ont pas d'yeux, des fois, en ont des yeux, des grands yeux ouverts. Il y a aussi des chevaux. Il y a pas mal de chevaux dans son œuvre qui ont une double signification, parce que le cheval, ça peut être aussi la conquête américaine. Tout à fait. Et il y a un tableau, moi, que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé. C'est une femme, j'ai oublié le nom du tableau. C'est cette femme qui est une femme noire qui est représentée avec un chapeau, qui a une robe absolument magnifique avec un imprimé. Oui, c'est une de ses œuvres les plus travaillées. Ah, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Et ça fait penser, en fait, c'est une œuvre il s'est servi d'une photo de sa grand-mère pour faire cette œuvre. Il y avait une guide qui montrait justement à un groupe. Elle avait sorti la photo, c'était sa grand-mère, avait vraiment cette apparence-là avec un petit chapeau un peu rond sur la tête, une droite devant un fil à linge avec des vêtements blancs justement qui pendent et derrière des arbres un peu dénudés. Et un vêtement comme un boubou. Oui, mais plus une robe. Moi, je trouve que c'est même plus très ça. C'est assez travaillé. Enfin, voilà, il y a toujours donc tous ces portraits et donc des références aussi forcément aux violences policières, parce qu'il a peint ce tableau qui représente l'assassinat de George Jackson. Donc c'est un tableau où on peut voir des chiffres, une casquette de shérif, il y a des mains levées. Et en fait, on voit beaucoup de choses et chaque chose, bien sûr, est symbolique. Et parce qu'en fait, c'est l'histoire de George Jackson, un Afro-Américain qui avait été arrêté en 1960 pour le vol de quelques dollars. Et en prison, il était devenu écrivain. Il avait dénoncé la brutalité et le racisme subis par les prisonniers afro-américains. Et il est mort abattu par des gardiens en 1971. Et Bob Dylan, 1971. Bob Dylan a écrit une chanson et on voit aussi sur ce tableau justement le visage de Bob Dylan. Donc il y a quand même un engagement. Et ce que moi j'ai ressenti vraiment dans ce travail son travail artistique, c'est que c'est vraiment le peintre des anonymes, des gens qu'on côtoie et qui d'un coup nous sont proches, parce que ces gens-là, c'est leur vie, quoi. Et c'est leur vie-là, on en parle très peu. Moi, j'ai lu récemment pas mal d'autrices noires américaines et j'ai retrouvé en fait ce qu'elles racontaient. Ce sont des autrices qui sont devenues célèbres, mais qui ont vécu dans le sud des États-Unis, dans des quartiers encore où il y avait la ségrégation. Et on sent vraiment quand elles racontent le quotidien de ces familles, justement. Et là, j'ai retrouvé pas mal de choses qui me faisaient penser à ça. Et donc, pour moi, ces visages, ils nous interpellent, ils nous disent, voilà, on est là, on vit, on est des anonymes, mais c'est notre quotidien, quoi. Il y a aussi cet immense tableau-là, avec aussi encore des aplats, de cet assassinat dans un véhicule avec un pistolet qui tue. Donc. Tout à fait. Et là, il y a une voiture de police aussi qui patrouille, on voit dans une perspective un peu curieuse, voilà, en contre-plongée, qui est aussi d'une violence et en même temps d'une violence avec peu de moyens. Voilà, une solitude dans
dans cet assassinat, la solitude de celui qui s'est tué. Ouais, c'est un tableau qui est 2017, en fait, qui s'inspire d'une vidéo qui avait été tournée par Diamond Reynolds, après que son compagnon, justement, Philanda Castille, a été, comme tu dis, mortellement touché par un policier lors d'un contrôle routier en 2016. On sait ce qu'Alice a fait, ce que fait Alice aujourd'hui. Oui, ce que fait Alice aujourd'hui. Oui. Et donc lui, il évoque cette scène à travers des grandes masses de couleurs contrastées. Donc on voit vraiment ce qui se passe dans la voiture, quoi. Oui, il y a aussi un tableau que moi j'ai fait un espèce de sitting devant pendant un bon moment. Il y avait une banquette assez confortable, j'étais un petit peu usé, et c'était des militaires, il y avait une rangée de militaires comme ça, qui fumaient, qui buvaient. C'était, je pense, c'était sur la guerre du Vietnam ou quelque chose comme ça. Ouais. Tu vois. Oui, je l'ai pas pris en photo, j'ai plus le souvenir complet, mais ouais. Donc il a peint des scènes de famille. À un moment, c'est ça, c'est une famille, comme s'ils étaient partis un peu prendre l'air à la campagne. On voit des enfants avec des t-shirts avec des inscriptions, des visages qui nous regardent avec des petits yeux, une voiture derrière, la campagne. On peut voir aussi un couple devant des immeubles, enfin habillés d'une manière plutôt moderne. Après, il y a les visages, de ces malades psychiatriques qui nous regardent et qui nous interrogent. Il y a Jack Move. Jack Move, c'était, je crois, un des premiers. Je crois que c'est un footballeur qui avait été embauché pour dans un match. Enfin, je sais plus trop, mais c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire, je crois, du football aux États-Unis. Football américain. Ouais. Donc voilà, il y a aussi ça j'ai beaucoup aimé aussi, c'est un tableau qui a l'air de rien, c'est une femme qui est en train de coiffer, ça se passe chez le coiffeur, elle est en train de faire des tresses à un homme qui est en gros plan devant, qui attend, et elle lui fait patiemment les tresses, voilà, c'est... Il y a aussi une sculpture quand on arrive d'un cheval avec des bouts de bois, là c'est un peu, enfin justement des chevalets, voilà, des chevalets, vous savez pas, des chevalets de peintre, mais des chevalets sur lesquels on peut couper du bois ou des choses comme ça. Voilà. Et avec une tête en bronze, qui est là, par contre, qui n'a rien à voir avec le travail de cet artiste, mais il s'en est servi pour symboliser ce cheval, parce que c'est son amour des chevaux. Voilà. Et là, il y a donc... Il m'a fait penser un peu à la chèvre de Picasso, pour l'économie, pour... voilà, les matériaux qui ont servi à cette sculpture sont tellement loin de l'univers des chevaux que voilà, c'est quelque chose qui est très très intéressant du point de vue plastique, mais aussi anecdotique, parce qu'il y a quelque chose qui se raconte là, que je n'ai pas forcément tout à fait saisi, mais bon, parce que la difficulté avec ces artistes, enfin avec cet artiste, à l'inverse de ce que j'avais vu, qui m'avait enthousiasmé avec Guston, par exemple, ou avec Conco, ou Georges Condo. Hein? Georges Condo. Georges Condo. Pour moi, ce peintre afro-américain, parce que j'ai été un fan de Basquiat, c'est pas le premier peintre afro-américain qu'on fréquente, mais il y a quelque chose dans son travail qui me retient un peu. Parce qu'il a quand même un peu sacrifié à la coulure. Un peu. Et ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Mais, voilà. L'enthousiasme de ma camarade de Kiamba me fait un petit peu tanguer sur mes... Ouais, parce que moi je vois plus ces aplats que ces coulures en fait. Il y a quelques coulures. Mais bien sûr, mais effectivement, moi ces fonds m'ont quand même. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as ressenti, sans le ressentir moi-même d'ailleurs. C'est ça qui me fâche un peu. C'est pas grave. Il faut bien qu'on ressente chacun les choses. Oui, mais moi je ressens moins de choses que toi dans ce domaine-là. Enfin. Pour cet artiste en tout cas. Moi, c'est les installations qui me posent plus de problèmes. J'ai plus de mal à avoir de l'émotion sur ces installations, mais le reste, effectivement tous ces visages, tous ces portraits, tout ce quotidien, parce que ce que j'aime, c'est que ce sont les gens qu'on côtoie, dont on ne parle jamais, qui sont complètement invisibilisés. Et ça me plaît énormément qu'on les mette en grand format et qu'on leur dise bonjour, quoi. Non, bien sûr.
Par contre, l'installation qu'il y avait avec tous ces bouts de bois, etc., en forme de manche à balai ou d'autres choses, avec au sommet des bidons de plastique peints en noir enfilés là-dessus, avec tout le grouillement d'objets de récup qui étaient entre ces balais, etc. Justement, ça évoque pour moi une scène de ballet de l'opéra, etc. Un opéra, comment dirais-je, oui, un opéra black, là, je vois bien dans une espèce de théâtre baroque, là, dans le sud profond. Ouais, il manquait, si tu veux, ils auraient pu peut-être mettre des lumières, tu vois. Oui, ou peut-être un fond musique. Oui, un fond de musique aussi, pas. Oui. Ils auraient dû pousser le bouchon un peu plus loin, quoi. Oui, non, mais pourquoi pas. Mais on peut l'imaginer, on peut l'imaginer avec des lumières de toutes les couleurs qui tournoient, etc. Avec même des pétards, voilà, faire un 14 juillet ou un 4 juillet américain. Voilà. Et en fait, quand on écoute un peu des critiques sur son travail positif, quoi, des historiens d'art qui en parlent, il y a encore beaucoup plus de références à des Américains, des références que moi j'ai pas, parce que ma culture n'est pas assez vaste sur la culture américaine et afro-américaine, mais il est quand même rempli aussi de références, quoi. Oui, et surtout, si tu veux, c'est une chose que je découvre de plus en plus, avec le 1er mai justement, la mémoire de Chicago, des morts de Chicago. Et c'est récemment que j'ai entendu, je ne sais plus qui disait que la violence aux États-Unis, ça fait partie de la vie des Américains. C'est un pays de violence. Et on s'étonne dans notre Europe, bon genre, bon teint, là, je sais pas comment on dit déjà, voilà. On fait vraiment, on est les fragiles à côté des Américains, parce que eux, mais c'est l'histoire aussi de l'Amérique. L'Amérique qui s'est constituée dans une violence inouïe. Voilà, faut s'imaginer, si vous n'êtes pas évidemment comme moi des amateurs de western, mais la conquête américaine des territoires indiens, mais c'est quelque chose d'une violence invraisemblable. Je pense pas qu'on ait connu un tel déferlement de violence chez nous, quoi. Voilà, dans l'histoire récente, parce qu'évidemment dans le passé, on est passé par toutes les atrocités possibles et imaginables. Mais voilà, et les États-Unis, donc 250 ans, il faut bien s'imaginer ça. C'est un pays neuf, neuf, c'est une histoire. C'est un très vieux pays puisque avant les Américains importés, il y avait quand même des populations natives, donc depuis des milliers d'années. Mais la violence américaine, c'est quelque chose de vraiment qui est vraiment la marque de la civilisation américaine. Et lui, je trouve que justement dans ce contexte, il arrive à saisir des scènes qui sont aussi finalement très apaisées, parce qu'une scène de coiffeur, une scène d'un travailleur, enfin il arrive quand même un quotidien qui survit, dans toute cette violence. I woke up this morning, there were tears in my bed. They killed a man I really loved, they shot him through the head. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. Sent him off to prison for a $7 rivalry. They closed the door behind him and they threw away the key. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. He wouldn't take shit from no one.
He wouldn't bow down or kneel. Authorities, they hated him because it was just too real. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. Prison guards, they cursed him as they watched him from above. But they were frightened of his power, they were scared of his love. Lord, Lord, so they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. Sometimes I think this whole world is one big prison yard. Some of us are prisoners, the rest of us are guards. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. C'était la chanson de Bob Dylan sur George Jackson. Les expositions, donc cette exposition au musée Picasso, Henri Taylor, c'est jusqu'au 6 septembre. Ada et Otto von Ries au cœur des avant-gardes, c'est au musée de Montmartre jusqu'au 13 septembre. L'étoffe des rêves à la Halle Saint-Pierre jusqu'au 31 juillet. La donation du docteur Maurice Girardin au musée d'art moderne jusqu'au 28 juin. Leonora Carrington au musée du Luxembourg jusqu'au 19 juillet. Lee Miller au MAM jusqu'au 2 août. Et si vous allez vous balader dans le Lot, c'est Sylvie Zampolini, dite Zampo, une exposition qui s'appelle Insectomania jusqu'au 2 novembre au Temple-sur-Lot, en rappelant que Zampo, justement, travaille, c'est la reine du recyclage, elle fait des insectes, elle a tout un monde magique autour des insectes, toute une histoire qu'elle invente, une mise en scène, ses œuvres sont absolument travaillées, magnifiques, avec seulement des matériaux de récup de notre société de consommation, comme ces petits bouchons verts de compote individuelle là, qu'on voit partout traîner. Donc voilà, si on vous passez au Temple-sur-Lot, n'hésitez pas à aller voir Zampo et vous lui faites un petit coucou de la part d'Aracaille. Le culturel de la semaine. Eh bien, moi j'ai regardé pour la deuxième fois en 20 ans la liste de Schindler et je dois dire que j'ai appris, après avoir à nouveau regardé ce chef-d'œuvre sur, si vous voulez, comment dirais-je, le martyr des Juifs d'Europe centrale dans un camp de concentration dont le responsable était un fou furieux, psychopathe, qui a été pendu, on l'a retrouvé à la fin de la guerre dans un asile psychiatrique où il s'était réfugié, on l'a sorti de là et on l'a pendu. Bon, ça a été une bonne chose de faite, mais si vous voulez, cette liste de Schindler, j'ai vu quand la Shoah est sortie de Lanzmann, évidemment, je me suis payé les 7 heures de projection, mais je dois dire que les 2 heures de projection du film de Spielberg, La liste de Schindler, m'ont complètement ratatiné la tronche. C'est vraiment une magnifique comment dirais-je, vision de Spielberg sur ce drame
de la persécution des Européens d'Europe centrale, de confession juive. Voilà. C'est magnifique, une beauté vraiment. Il y a des moments qui sont vraiment exceptionnels. Voilà. Je ne veux pas vous rentrer dans le détail de toutes les horreurs que véhicule ce film, plutôt documentaire qu'autre chose. Hein. C'est pas une fiction du tout, d'ailleurs, ça a existé. Voilà, jusqu'à la fin, le happy end, où on voit, si vous voulez, les juifs, une partie de ces populations juives qu'il a sauvées, 1400 personnes quand même, c'est pas rien du tout, qu'il a payé. Il avait fait une fortune colossale en Pologne, en montant une usine, etc., où il employait exclusivement des juifs, parce que c'est une main-d'œuvre qui était quasiment gratuite. Et tout cet argent, il l'a dépensé pour les racheter un par un au SS et pour pouvoir les libérer. Voilà, 1400 personnes. Et le happy end, c'est un cimetière en Israël où sont enterrés beaucoup de ces rescapés de la Shoah. Et où on voit des personnages du film qui sont là, qui viennent lui rendre hommage en posant un caillou sur sa tombe, comme ça se fait dans la tradition juive. Voilà. D'ailleurs, la tombe de Chaim Soutin au cimetière de Montparnasse, si vous y allez, il y a aussi des cailloux sur la pierre tombale. Voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter à ça Ah oui, que M. Lanzmann a critiqué le film de Spielberg. Je trouve que c'est un peu mesquin, parce que je veux dire, j'ai pas eu autant d'émotions en regardant ces 7 heures de projection sur la Shoah que pendant les 2 heures du film de Spielberg. Voilà. Ouais. Et on peut préciser que dans le film de Lanzmann, on ne parle bien sûr pas des Roms, des Tziganes, des homosexuels qui ont quand même eux aussi été exterminés dans des conditions, en parlant des Tziganes, qui étaient terribles aussi. Quoi. Bien sûr. Et là, sur les Tziganes, justement, on avait vu une exposition d'une artiste tzigane. C'était... Sedja, je ne sais plus son prénom. Mais d'ailleurs, elle est actuellement exposée à Besançon. Ah ouais? C'était, comment s'appelait ce... C'était à Maison Rouge. Maison Rouge à Bastille, sur lequel, voilà, on avait vu donc une exposition de ses œuvres et un petit film sur elle, et c'était absolument inoubliable. Oui, complètement. Alors moi j'ai lu un livre qui s'appelle Le temps d'après de Jean England. C'est la suite d'un premier livre qui s'appelait Dans la forêt, et avec une histoire de survie en forêt, sachant que le premier livre Dans la forêt avait été écrit en 1996 et n'est sorti en France qu'en 2016, donc il a mis 20 ans à arriver. Et là, la suite, en fait, on a deux mamans, enfin deux sœurs qui survivent. Il y en a une qui a eu un enfant, donc il y a cette survie. On est 15 ans après l'effondrement, et ce jeune homme maintenant a 15 ans, et depuis 15 ans, les 2 sœurs vivent avec leur enfant au cœur de la forêt, dans une souche qu'elles ont aménagée. Il y a tout, elles survivent d'une manière plutôt généreuse. La forêt leur apporte tout ce qu'il faut en nourriture, la rivière en eau, et donc on va partager ces moments jusqu'au moment où ce jeune garçon qui s'appelle Burl, en fait, lui a 15 ans, il est nourri, il a une tradition orale, de tas d'histoires que racontent ses mères, que ce soit des contes, enfin tout ce qu'elles ont pu, tout ce qu'elles avaient à transmettre. Et lui, en fait, a quand même envie à un moment d'aller rencontrer d'autres humains, sachant que la vie est pas facile. On est vraiment dans des conditions où il n'y a plus rien, il n'y a plus d'électricité, chacun doit se débrouiller, sauf que il y a la fête d'un solstice où elles allument un grand feu, et quand elles sont en haut de la colline, elles aperçoivent en bas du jaune qui pourrait être aussi du feu, et donc ce jeune Burl se dit, mais ça se trouve il y a d'autres gens qui vivent là, et si j'allais voir, et si on allait voir. Donc voilà, tout ce livre va tourner autour de ça. Qui va partir, qui va rencontrer qui, et lui, il y a toute une langue qui a été inventée, parce qu'en fait, lui, comme il n'est nourri que d'oralité, en fait, il a son langage, un langage un peu
avec les mots de langue quotidienne, sauf qu'il les arrange d'une manière un peu différente. Les mots sont coupés différemment selon le sens qu'il leur transmet. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. La traductrice a fait vraiment un travail pointu parce que ça vient de l'américain. Donc, il a fallu retranscrire en français pour avoir cette sensation d'un langage qui naît comme ça d'une vie à trois au cœur de la forêt. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est tout ce que la forêt leur apporte, c'est-à-dire que ils ont, à un moment il y a une période de sécheresse qui les affole un peu, mais la forêt leur prodigue énormément de nourriture parce qu'ils ont appris à connaître les baies, à faire par exemple les glands. Alors on apprend que les glands sont comestibles, il faut les faire tremper, il faut les faire tremper longtemps pour enlever le tanin, mais ils font des gâteaux. Enfin, il y a vraiment toute une vie au cœur de la forêt. Et je trouve que il faut rentrer dedans. Au début, on est peut-être un peu surpris par cette langue. Justement, c'est John Burl qui raconte toute cette histoire. Bon, il y aura des moments qui seront un peu plus difficiles que d'autres, mais c'est vraiment un hymne quand même à cette nature, et puis ce jeune garçon qui veut partir quand même découvrir d'autres humains, même si ses mères le mettent un peu, le préviennent que les humains ne seront pas forcément des gens accueillants et bienveillants, quoi, surtout en période de survie comme ça, après un cataclysme, après un effondrement. Ouais, ça fait penser à un film que j'aime beaucoup, justement, sur aussi, là, c'est un père. Sur la route, ça s'appelle Sur la route de Cormac McCarthy. Non, pas celui-là. Ah bon. Non, celui-là, c'est... Ah bah oui, j'aurais dû parler Sur la route, oui, bien sûr. Mais bon, ce sera pas une autre fois. Non, un film où c'est un père avec sa petite fille qui se réfugie aussi dans une forêt, et cette petite fille, elle ne connaît que la forêt, et que, son père lui apprend à se méfier, il en fait une guerrière en même temps pour qu'elle puisse se défendre. Et elle-même aussi, un jour, elle rencontre un jeune garçon, il y a un chantier de bûcheronnage, et alors son père l'avait prévenu qu'il fallait jamais qu'elle s'approche des humains, etc. Puis ils étaient quand même recherchés. Enfin bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Et c'est la même chose. Là, ça fait penser, vraiment. Ouais, non, moi, ça m'a... Les deux livres, là, je pense que c'est vraiment des très bonnes lectures. Moi, c'est peut-être parce que je suis passionnée par les arbres, la forêt, et que dès que je me balade sur des sentiers, je peux pas m'empêcher de regarder des plantes. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a plein de plantes comestibles. Et encore, moi, j'en connais le 10e de tout ce qui serait possible de consommer, quoi. Et puis comment on se construit, comment on arrive à survivre, et comment finalement, pourquoi est-ce qu'on a besoin, cette envie quand même d'aller ailleurs, d'aller voir plus loin, qu'est-ce qui se passe. Toujours. Et je pense qu'on a quelque chose en nous qui nous donne envie de toujours, sans vouloir forcément conquérir et s'accaparer, mais d'aller voir derrière comment c'est. Ah oui. Mais moi, j'ai vécu longtemps, quand j'étais enfant, quand j'allais dans le sud, en Bigorre. Il y avait une chaîne de collines, parce que dans le coin où j'étais, il y avait beaucoup de collines comme ça qui suivaient, des collines, une vallée, une colline, une vallée. Et il y avait une colline, et pendant tout le temps où j'étais là-bas, je regardais la colline, et j'avais vraiment envie d'aller voir ce qu'il y avait derrière. Et je n'ai pu aller voir ce qu'il y avait derrière que quand j'ai eu peut-être 40 ans. Ah, bon, faut être patient. Ouais, et ben j'étais déçu. Ah. Le salut aux Aminches. Sur Radio Zouplan, la station des Rapins, 100 fois, sans loi et sans courbette, l'émission Arakaï du 5 mai 2026. Nous arrivons au salut des Aminches. Voilà, Claude est rentré de la nation. Claude et William de Brest, nos poteaux de Brest, la côte joyeuse avec ses palmiers, tout ça, enfin bon, bref. Connaissez le refrain. Jean-Paul Souraz, un immense peintre, le coup des Kerbranches dans la banlieue de Dunkerque. Thierry Morciot, un graveur, qu'est-ce que j'allais dire, un graveur, mais qui illustre des scènes absolument fantastiques. Voilà, un graveur du Nord, vous savez, leur imagination complètement fantasmagorique, voilà. Il est bruxellois. Sophie Villotrix-Brageux, une graveuse et peintre versaillaise. Alice Amoroso, une graveuse toute seule, qui est revenue des Indes où elle faisait un stage de plus.
Ah voilà, grande joie de ma camarade de combat qui a hâte de la rencontrer pour pouvoir papoter sur son stage aux Indes. On va faire une émission autour de son travail où elle a côtoyé des artisans qui travaillaient le bois, ça avait l'air passionnant. Ouais. Raoul Viloula, un graveur aussi, à peu près de la non, un petit peu plus âgé qu'Alice, mais guère plus. Un grand graveur et peintre aussi. Agnès Dubarc, une immense graveuse aussi. Ainsi que Clément, un fou de la taille d'épargne, comment on appelle, de la gouge. Juliette Planco, aussi, graveuse magnifique en relégation à Rochefort-sur-Mer, Rochefort-sur-Mer. Et puis Corinne, Anne-Emmanuel et Fredo, un petit trio de copains qui font dans la peinture, dans la... comment on appelle ça là ? La tapisserie. La tapisserie, et puis l'aquarelle. Sabine, ah oui, avec Sabine aussi, alors là, Sabine c'est un cas, qui fait vraiment qui œuvre en peinture, en sculpture, en modelage, enfin bref, qui produit à jet continu, comme j'aimerais bien, et que je peux pas. Colette et Odon, voilà, tous les deux disparus. Colette, la compagne d'Odon, qui était un grand plasticien, ainsi que Jacqueline et Raymond Imbert. Jacqueline, une peintre et compagne de Raymond Imbert, un peintre qui a été quand même à la Villa Médicis et qui avait 20 et quelques années, très jeune, et qui était prix de Rome quand même, voilà, avec Balthus comme professeur, comme directeur plutôt, de la Villa Médicis. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, Claudine et Laurence, des potes à ma camarade Piqueco, Claudine étant une amatrice d'art, et Laurence étant une écrivaine de polar, Dominique Pollard-Ardouin, dont on chérit souvenir, hélas, aujourd'hui disparu. Marie Degnaud, de la galerie Kaléidoscope, bien vivante, et qui accroche toujours sur ses cimaises des œuvres toujours passionnantes. Antoine Manoury de Panam Swing, bon, on connaissait un musicos totalement inconnu du monde musical, mais pas de ma camarade Piqueco, qui connaît comme ça des joyeux inconnus de tout le monde. Florence, qui anime 3 émissions sur une radio Omni, des émissions à destination des enfants et de leurs parents, et des émissions, enfin pour nos auditeurs assez anciens, ils nous savent de quoi je parle. Et enfin, Nassim Raska, une peintre polonaise dont on adore le travail. Salut les AMH, salut les copines, les copains, salut tout le monde. Salut. Malgré les grands cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants, et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré
que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage. Faut vivre, malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormis, dans un bruit d'usine gémit. Le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit. Faut vivre, malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise. Faut vivre, malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise. Faut vivre, malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir. Faut vivre, malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre. Faut vivre, malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, mais bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater. Faut vivre, faut vivre, faut vivre, faut vivre. Faut vivre.